Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'accueillir un chef d'entreprise et c'est un vrai grand plaisir d'accueillir Philippe Véran, qui est patron, président, fondateur d'une très belle ETI dans le sud de la France qui s'appelle Biotech Dental, donc dans les implants dentaires et les aligneurs dentaires. On en parlera, je ne vais pas beaucoup en raconter plus, mais il nous racontera un peu ce qu'il fait, parce que c'est une entreprise B2B, donc elle n'est pas connue du grand public. Il va notamment nous parler de son actualité un peu récente. Il s'est rapproché d'un groupe américain, Shine, c'est pas dans la fast fashion, mais voilà. Et puis on va parler réindustrialisation, on va parler intelligence artificielle, on va parler comment l'intelligence artificielle peut accompagner la réindustrialisation des territoires. Voilà. Philippe, alors en quelques mots, ton groupe, plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 pays, mais dis-nous-en un peu plus. Merci en tous les cas Georges pour cette invitation. Merci KPMG. Alors c'est plus 130 millions, maintenant avec la partie américaine c'est 200. Voilà, donc, bravo, quand je disais qu'il était couronné de succès. Non, mais là je ne suis pas pour grand chose. C'est notre alliance justement avec ce groupe américain qui nous a permis d'absorber une partie de leur activité. Bon, je ne peux pas raconter comme ça mon entreprise, je dirais en 5 minutes et 30 ans de vie, mais simplement dire aujourd'hui qu'en fait si je suis là c'est qu'on peut y arriver. Et donc on a parlé tout à l'heure, je dirais, du moral dans les chaussettes de beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup d'employés aussi de nos entreprises. Je crois qu'il faut essayer de garder un peu le moral, et quand je vois la vivacité qu'il y a dans ce salon et l'énergie qu'on peut y retrouver, je crois que tout est fait pour que justement on réussisse. Alors moi j'étais expert comptable et commissaire aux comptes, c'est un garçon brillant, comme ce monsieur à côté. Et puis j'ai franchi le Rubicon et je suis tombé du mauvais côté. Hein, donc ça c'est pour la partie, c'est ce que les commissaires aux comptes disent. Mais bien content d'ailleurs d'y être de ce côté-là. Et je ne retournerai pas de l'autre côté, hein, ça c'est sûr. Simplement, voilà, cette entreprise que je dirige aujourd'hui et que j'ai cofondée en fait dans mon cabinet, donc ça aussi c'est une particularité de nos métiers, Georges, hein, donc on rencontre des entrepreneurs, on voit des tas d'activités, on peut tomber amoureux de l'entreprise comme moi et demain on peut changer le pilote et être au volant en fait des entreprises. Donc jamais j'aurais pu penser qu'un jour je pourrais diriger une boîte qui fabrique des implants dentaires et des aligneurs pour réaligner vos dents. Mais voilà, c'est le cas et très content de le faire. Donc cette société qui aujourd'hui est le leader français, on va essayer de la faire grandir pour devenir un leader européen et devenir un leader mondial. C'est l'ambition de mon association avec le groupe Shine. Donc il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais on va y arriver. Donc pour la petite histoire, on est depuis l'année dernière le 10e fabricant mondial d'implants. Donc pour une société créée de toutes pièces, je dirais à côté de Salon de Provence, voilà, c'est quand même pas mal. Bah, bravo. Merci. Alors, premier sujet à aborder, tu parlais de Salon de Provence. Effectivement, on a l'an dernier publié une étude sur la réindustrialisation, parce que depuis la guerre en Ukraine, depuis le Covid, tout le monde veut que la France se réindustrialise, problème de souveraineté, mais tout le monde veut que ça se passe dans la ville d'à côté. Voilà. Donc les principales conclusions de notre étude, c'était la réindustrialisation se passera grâce aux ETI, dans des villes moyennes, avec des tailles d'usines de taille petite de 2000 à 15 000 m². Voilà. Donc on t'a fait témoigner dans cette étude et je voudrais que tu nous en dises un peu plus sur l'usine que tu as récemment créée à Salon de Provence pour les aligneurs qui fait à peu près 3500 à 4000 m². Oui, c'est ça. Donc sur une surface de 10 000 m². La première des choses, c'est le foncier. Donc tu l'as dit, pourquoi pour nous les ETI c'est plus facile? C'est notre ancrage territorial. Donc notre ancrage territorial nous permet de savoir mieux que les autres ou avant les autres en tous les cas, et aussi d'avoir l'aide des collectivités parce que les élus sont nos amis forcément. Donc de pouvoir, quand on a des besoins comme ça pour créer une usine, donc pouvoir disposer de réserves foncières, c'est la chance que j'avais donc d'avoir acheté il y a quelques années cette réserve foncière parce qu'elle était disponible, me disant un jour j'en aurai besoin. Donc ça c'est le premier point. Mais encore une fois, même si on n'a pas la réserve, notre proximité avec les élus peut nous aider et cet ancrage territorial peut nous aider à aller plus vite. La deuxième, c'est la volonté. Et tu l'as dit, nous, si on n'avait pas créé cette usine, on ne serait pas là aujourd'hui, clairement. Notre usine était saturée, il fallait qu'on déménage, il fallait qu'on ait une usine plus grande, on n'avait pas le choix. Alors tu me diras, on aurait pu la faire ailleurs qu'en France, ailleurs dans d'autres villes.
Mais ça, tu l'as dit aussi, c'est la particularité des patrons de TI. On est ancré là où nous sommes. Donc voilà, moi je voulais mon usine à Salon. Et donc j'ai eu mon usine à Salon. Et c'est aussi un vrai problème de volonté. Le troisième point, c'est l'homme, les hommes, les femmes qu'on peut trouver sur notre territoire. C'est aussi une facilité. Nous, on a un plan d'embauche à peu près de 300 personnes depuis qu'on est sur l'usine, c'est-à-dire il y a 2 ans jusqu'à l'année prochaine. C'est à peu près le nombre de personnes qu'on aura embauchées. Donc il faut avoir la possibilité dans ce bassin-là de pouvoir recruter des gens. Donc c'est aussi souvent une contrainte. Encore une fois, le fait d'être installé depuis longtemps et d'être connu depuis longtemps nous permet d'avoir, une attraction particulière et nous permet de nous développer plus simplement. Donc oui, il faut se développer sur nos territoires et évidemment sur des projets qui sont à taille humaine. Donc 2 idées à retenir. 1, la volonté et l'ancrage régional des patrons de TI et de belles PME. Bien sûr. Et 2, l'implication dans l'écosystème local. Absolument. Voilà. Alors maintenant, quittons la réindustrialisation, même si on va toujours un peu l'avoir en tête, pour parler intelligence artificielle. Donc, il y a à peu près dans toutes les entreprises une dose d'intelligence artificielle aujourd'hui qui est courante. Je ne veux pas dire facile, mais elle est courante. C'est dans les recrutements, dans les RH. C'est dans la finance, mon métier. Mais j'aimerais que tu nous parles plus de ce que toi, dans ton business model, dans ton modèle économique, l'opérationnalité, comment tu te sers de l'intelligence artificielle? Alors nous, l'intelligence artificielle, on l'a commencé il y a longtemps. Donc je dirais avant ChatGPT en fait. Donc la fameuse intelligence artificielle qui était deep learning, machine learning. Donc celle qui nous permettait d'analyser et prédire. Donc nous, très important dans notre métier, on a des tonnes et des tonnes de radios, de data, de scanners, etc. Il fallait qu'on analyse les images. Donc ça a été notre premier, ramp-up dans notre changement technologique. Donc l'utilisation de l'IA, deep learning. Évidemment, quand ChatGPT est arrivé, ça a été une accélération qui a été juste gigantesque, puisque là, on nous permettait de créer du contenu. Et alors maintenant, c'est le Graal avec l'IA agentique, donc les fameux agents dont tout le monde parle. Et donc, il n'y a qu'à faire le tour des stands d'ici pour s'en apercevoir. On a maintenant une IA qui, en plus, et pour nous, c'est important, et ton frère est dentiste, et tu sais à quel point ça peut être aussi important pour des dentistes, on va les aider à décider. Donc, on va avoir des propositions de plans de traitement. Donc, en gros, analyse d'image, détection de ce qu'il y a ou ce qui ne va pas, et proposition. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui pour nous révolutionne notre métier et évidemment va révolutionner le métier de nos clients puisque tu l'as dit, nous sommes une entreprise B2B. Maintenant, l'IA dans mon entreprise, puisqu'on a cette habitude de la travailler, l'IA pour moi, c'est comme une partie de mon service informatique à qui je demande du développement. Donc aujourd'hui, les gens chez nous de l'IA sont au service des demandes d'entreprise. Donc ils font des tickets et on a des petites moulinettes, des petits algos, des petites applications qui nous permettent comme ça de régler des problèmes aujourd'hui qui sont ennuyeux, sur lesquels on va pouvoir gagner du temps et surtout on ne pourra pas se tromper. Donc c'est aussi un outil extraordinaire, je pense, pour les services informatiques des ETI. Ce n'est pas forcément très cher, vu ce qu'on dépense dans nos ERP aujourd'hui. Donc c'est simplement avoir les bonnes personnes aux bonnes places et peut-être aussi avoir ce mindset de ne pas avoir peur et de faire fonctionner, de ne pas prendre ça comme quelque chose qu'il ne faut surtout pas toucher ou qui est réservé à des gens extérieurs. Voilà. Je n'ai pas parlé de la data, mais c'est évident. Nous, on a créé en 2017 notre propre data. Donc le groupe aujourd'hui abrite depuis 2017 toutes ces données numériques et les données numériques de nos clients sur nos propres serveurs. Il est évident que ça nous a aussi permis de traiter les datas de façon, je dirais, beaucoup plus facile que des sociétés qui n'étaient pas préparées à ça. Voilà, ça c'était la bonne pioche, mais voilà, contrôle de la data, chez nous, c'est fondamental, mais dans toutes les sociétés. On y reviendra, parce qu'on a déjà eu des échanges, toi et moi, sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, mais on y reviendra. Donc, ce que tu viens d'expliquer, c'est pour un métier technique, pour les dentistes, et Olivia qui est là peut en témoigner, c'est un métier très technique, comme nous, on a des métiers techniques. Donc l'intelligence artificielle peut faire gagner du temps, mais qu'est-ce que tu vois aussi sur ce qui reste régalien du métier technique? Qu'est-ce que va continuer en s'appuyant sur... Alors, si tu vas faire l'intelligence, qu'est-ce qui reste régalien du dentiste ou de l'expert comptable, du commissaire aux comptes, voilà. On parle beaucoup de souveraineté, de législation, on parle d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Donc évidemment, on est aujourd'hui sur... il faut réguler, clairement. Mais je pense qu'avant d'attendre, je dirais, de nos législateurs
de créer des lois, des contraintes ou des choses qui sont, je dirais, très compliquées et ensuite qui seront très compliquées à suivre. Je crois qu'il faut déjà aussi être très pragmatique à notre niveau. Nous, chez nous, moi, tout ce qui peut remplacer, par exemple, dans mon métier, le cerveau ou la main du dentiste, c'est net. Voilà. Donc, par contre, tout ce qui peut accélérer la qualité des soins, le cerveau du dentiste, l'IA n'est pas une béquille. Il ne faut pas que l'IA se substitue à l'apprentissage. Il faut que mes dentistes, mes clients deviennent meilleurs. Il faut que nos collaborateurs deviennent meilleurs. Il faut que nous, on a eu la chance d'être éduqués, je dirais, passez-moi l'expression, à l'ancienne. Donc, on a appris, on sait ce qui est bien, pas bien, on a reçu ça de nos parents. Donc aujourd'hui, moi, l'IA, je prends ça comme... pour moi, c'est une source de connaissances accrues qui est juste incroyable. Donc ça me fascine. Hein. Donc clairement, ça me fascine. Et pour avoir appris dans les bibliothèques, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on gagne du temps quand on a la question à laquelle on veut répondre, à laquelle on cherche une réponse, et c'est nous qui avons initié la question. Le souci aujourd'hui, si on laisse tout dériver, on ne sera même plus capable de poser les questions. Donc il y en aura d'autres qui les poseront pour nous. Et ça, c'est dramatique. Donc il faut qu'à tous les niveaux dans les entreprises, avant d'avoir une loi régalienne qui va prendre du temps, qu'on ait des patrons qui soient pragmatiques et conscients. Et je sais que la plupart d'entre nous le sommes. Et ça fonctionnera. Très bien, merci. Dans le domaine de la santé au sens large, on a eu l'occasion d'en parler. Je t'avais dit, moi j'espère que la France pourra, compte tenu de toutes les données qu'on a à la sécurité sociale depuis des années, voilà, que la France pourra être un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle dans la santé. Puisque l'intelligence artificielle, c'est des bases de données fiables et des algorithmes. Et tu m'avais dit, détrompe-toi, c'est déjà tout parti à l'étranger. Alors si tu peux nous en dire un peu là-dessus. Alors sur la Sécu, je ne sais pas, quoique si on sait un peu, hein, puisque les serveurs de la Sécu ils ne sont pas abrités comme nous sur des serveurs propres. Mais par exemple les hôpitaux, si on prend les hôpitaux de Paris par exemple, donc Google a tout scanné gratuitement. Donc a eu la possibilité de mettre toutes les datas de l'AHP donc sur un support numérique, en contrepartie de quoi ils peuvent utiliser l'information. Donc voilà, donc on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'on n'a pas été très, je dirais, visionnaire sur cet incroyable, je dirais, asset que sont nos datas aujourd'hui. Et je le dis à tous mes amis chefs d'entreprise, quels que soient les métiers, vos données, elles sont à vous, donc utilisez-les, c'est vos assets de demain. Et ce n'est pas un commissaire aux comptes, un expert comptable à qui je vais dire ça, qui pourra me dire le contraire. C'est clair. C'est pour ça qu'on a à côté Mistralia, donc, qui est l'intelligence artificielle française qui peut aider avec un cloud français. Enfin, bon, il y a des choses à voir. On a commencé avec Mistral AI, il y a notre chatbot qu'on a sorti a été fait avec Mistral AI, pour la petite histoire, il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, toi, pour terminer, si tu as un conseil à donner, parce qu'on parle de TI, toi tu as une très belle ETI, mais il y a aussi des PME, des belles PME, ainsi de suite. Donc parfois, l'IA, ça peut faire peur. Toi, tu es équipé, maintenant tu es mondial, tu as un partenariat avec un Américain, mais si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui a une vision plutôt de patron de PME vis-à-vis de l'IA, c'est de ne pas s'en inquiéter, c'est quoi? Moi, je pense qu'une des faces... Alors après, évidemment, tout dépend des tailles d'entreprise et ton business, hein, mais si parlons, je dirais, à des patrons ambitieux, et Dieu sait qu'il y en a, qui aujourd'hui se posent la question de leur outil informatique, de leur service informatique, qu'ils sont en train de le constituer, je pense qu'il faut tout de suite avoir quelqu'un dans son équipe IT qui soit capable aujourd'hui de manager l'IA, obligatoire. Donc pour moi, c'est un couteau suisse que n'importe quelle entreprise doit avoir. Et c'est vrai qu'il faut aller chercher ces bonnes personnes. Et là, on pourra être surpris parce qu'on commence à avoir de plus en plus de jeunes qui sont extrêmement intéressés par ces métiers-là et qui sont extraordinairement performants. Donc c'est aussi pour nos jeunes, je dirais, une façon de pouvoir exercer des nouveaux métiers, des métiers fabuleux. Et donc il faut y aller. Donc commençons par embaucher les bonnes personnes. Moi, je ne suis pas un fou de la sous-traitance, tu le sais. Ça vient peut-être de mon côté expert comptable où j'ai toujours tout voulu verticaliser. Mais en tous les cas, l'IA, c'est vraiment quelque chose que je conseille
à chaque entreprise qui le peut de pouvoir être autonome sur cette partie-là, clairement. On est autonome sur ses datas, on est autonome sur ses algos, on est autonome sur ses langages, même si on utilise tous les langages qui existent, ce n'est pas le débat, mais avec les personnes qu'on dirige chez nous. Ça me paraît fondamental. En faisant attention en fond d'écran à la cybersécurité, parce que l'IA va conduire aussi à des attaques plus percutantes, plus malines, ainsi de suite. Toi, tu as des expériences là-dedans? Alors nous, on a une expérience au niveau du groupe donc, qui est notre partenaire aujourd'hui. Donc une multinationale qui fait 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui il y a 2 ans, pendant 1 mois, a été bloquée. Et la seule boîte du périmètre, enfin une des seules boîtes du périmètre qui n'a pas été touchée par la cyberattaque, c'est la nôtre. Aussi parce qu'on est nous aussi complètement parano dans notre traitement, hein, clairement, et qu'on a vu ça depuis très longtemps. Donc c'est pas qu'on est... Et que mon ami, c'est aussi Kevin Polizzi, donc c'est aussi pour ça. Oui. Donc j'ai été biberonné, je dirais, à la cyberattaque, clairement. Mais en tous les cas, ils ont perdu 1 mois de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 1 milliard de dollars. Et je te disais tout à l'heure, ils ne s'en sont pas encore complètement remis. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui est parue hier dans tout ce qu'on a pu voir à l'ouverture de Vivatech, c'est que dans les PME et ETI, quand il y a une cyberattaque, il y en a 60% qui mettent la clé sous la porte 18 mois, enfin dans les 18 mois de la cyberattaque. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà. Écoute Philippe, merci beaucoup. Merci à toi Merci Georges. de ce témoignage de patron, couronné de succès. Petite conclusion, vous voyez qu'il n'y aura pas de réindustrialisation sans ETI, il n'y aura pas d'ETI qui performeront sans IA. Il n'y aura pas non plus d'ETI qui perdureront sans Pack du Trade, il faut le garder en mémoire, il faut le sanctuariser en France. Voilà, si on a un message. Est-ce que vous avez des questions? Alors on a un micro là, s'il y a des questions. Merci. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Cher Philippe, merci pour votre témoignage, très précieux. Vincent Broyer, KPMG. Finalement, quand on vous regardez avec l'expérience d'implémentation de l'IA dans votre entreprise, quel ROI vous en faites, mais quel type de ROI faut-il mesurer? Alors c'est pas que financier. Deux très très bonnes questions. Le ROI aujourd'hui sur l'IA dans notre métier, et ça va aller avec la deuxième question, je pense que sans IA, en fait, j'ai plus d'activité. Donc si ça répond à votre question. Aujourd'hui, c'est la dentisterie qu'on a imaginée il y a 10 ans sur le fait de pouvoir traiter une donnée numérique d'un patient, l'envoyer sur une plateforme digitale et proposer un plan de traitement au dentiste et après ça, après le retour, s'il est d'accord, lui adresser le produit sur mesure. Vu aujourd'hui le nombre de clients que l'on traite et les millions de pièces que l'on fabrique, sans IA, on ne pourrait pas. Mais on ne pourrait pas, hein. Il faudrait des milliers de personnes pour pouvoir adresser ça, donc ce n'est pas possible. Donc voilà, donc c'est sûr que c'est un coût important, mais le ROI fait que sans ça, on ne serait pas là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Bonjour Muriel, je dirige une ETI de la même taille que la vôtre dans un domaine très différent. C'est quoi le budget? Votre budget, vos ressources internes, quel est le budget des ressources que vous avez internalisées pour gérer tous vos outils IA, etc. Aujourd'hui, c'est une 50aine de personnes. Dédié uniquement à ça? Ah ouais. Sur combien? Sur 1300 salariés. Ok. Ouais. C'est notable. Ouais. Et vous? Nous, on démarre tout juste avec des cas d'usage, mais on n'est pas aussi lié à un besoin IA que vous, mais on va chercher d'autres cas d'usage. Ouais. Bien sûr. Mais nous, le cas d'usage qui nous a permis d'investir beaucoup, c'est ce que je peux comprendre d'autres patrons qui sont là pour simplifier des tâches dans leur entreprise. Mais nous, ça a été un accélérateur de croissance et une transformation, je dirais, de notre modèle économique. Donc en fait, c'est de ce fait que ça a été évident. Maintenant, quelqu'un qui construit des maisons, une entreprise de BTP, c'est sûr qu'on va plus aller utiliser l'IA dans les services que pour aller peut-être adresser un modèle économique différent pour fabriquer des maisons. Donc
voilà, nous, notre modèle se pressait à ça, évidemment. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre partenariat avec Shine? Ouais, en fait, on a fait une participation croisée. Ils ont pris des actions chez moi et j'ai pris des actions chez eux. Et c'est comme ça qu'on... Voilà, avec un deal, on veut créer un des leaders de l'orthodontie dans le monde. Donc, c'est notre objectif. Et le deuxième objectif, c'est m'aider sur la partie implant à avoir un accès, je dirais, mondial, de fait, de leur présence mondiale. Donc, exécuter mon plan à l'export, à l'international, beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on entreprend. Dans le e-commerce, alors? Non, là, c'est pas du e-commerce. Non, ça, on reste un vrai métier B2B. Voilà. Non, c'est encore un métier très humain pour aller visiter un dentiste et le convaincre d'utiliser nos produits. Il faut encore passer beaucoup de temps, partout dans le monde. Je crois... Bonjour Philippe, Thomas Fécamp. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez travaillé dès le début avec Mistral AI, que vous avez aussi des compétences en interne dédiées. Comment s'est fait le sourcing de vos partenaires sur ce sujet? Parce que si je suis dirigeant de TI, il y a beaucoup d'acteurs. Comment je peux arriver à trouver le bon qui va vraiment faire quelque chose de sur mesure et je ne vais pas disperser à la fois mes ressources humaines, mes ressources financières et avancer vraiment dans le bon sens? Quelles sont vos bonnes pratiques là-dessus? Il faut que je vous montre la boucle WhatsApp sur laquelle je suis avec mes petits geeks AI. Et donc vous verrez, tous les jours, il m'en envoie une nouvelle. Donc évidemment, on a des nouveaux langages tous les jours. Non, pour nous, Mistral, c'est important sur notre chatbot, notre assistant d'intelligence artificielle aujourd'hui sur nos produits, qui est ouvert à nos dentistes, et qui les renseigne sur tous nos produits. Hein, donc sans aller jusqu'à la décision finale, mais qui les renseigne quand même sur tous les produits. On avait cette certitude de la data puisque c'était nos data. On avait la certitude des algos qu'on pouvait adresser puisque c'était nos algos. Et il nous fallait un LLM qui soit français. Voilà, et c'est aussi ça qui nous a donné envie de partir avec eux. Et maintenant, un peu de patriotisme. Oui, c'est ça la vraie. Voilà. Surtout qu'il y a 3 ans, on n'en parlait pas. Hein, donc c'était à la création. Ouais, voilà. C'est clair. Merci Philippe. Je vous en prie. Parfait. Est-ce qu'on a fait le tour? Bon, écoutez, merci de votre écoute. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Georges. Merci Gabriel. Merci.